Alors bienvenue au château de Carneville, moi je suis Guillaume Garbe, l'heureux propriétaire du château. On est vraiment dans la toute pointe du Cotentin, près de Cherbourg, entre Cherbourg et Barfleur, dans un petit creux du Val de Serre. C'est un endroit qui est vraiment charmant, on a un climat qui est assez incroyable, qui nous permet d'adapter beaucoup d'espèces végétales dans un parc, et notamment ici au château de Carneville. Alors c'est un château qui est assez récent, qui date du XVIIIe siècle. Le premier bâtiment de l'ensemble du château date de 1637, donc époque moderne. Même si l'être humain est présent sur le site actuel du château depuis bien longtemps avant, puisqu'on a la chance de conserver un lieu de rite celtique avec des pierres dressées. Et il y avait, tout le long de la descente de la vallée qui appartient au château, une allée de chênes en fait, qui menait jusqu'à ce lieu de rite celtique. Et on a la chance ici d'avoir le dernier témoin de cette allée-là. Donc c'est un chêne tortueux qui aurait entre 1200 et 1500 ans selon les spécialistes. Et ça marque en fait vraiment le premier foyer humain à Carneville. Et donc à partir de 1637, construction du premier manoir, donc il y a un second manoir en 1699, le château en 1755, et là, grande plantation d'un parc à l'anglaise. Et ce qui est assez intéressant, c'est que toute la vallée dans laquelle on va se promener tout à l'heure est un ancien marais et a été asséché par ordre de Louis XV pour des raisons sanitaires. Aujourd'hui, on a un beau parcours en sous-bois, une jolie promenade avec étangs, rivières, petites cascades, grâce à ces travaux qui ont été engagés en seconde partie du XVIIIe siècle. Plantation d'un grand parc à l'anglaise début du 19e siècle et malheureusement, il y a la tempête de 1987 qui rase tout. Et la famille de Tocqueville, qui est propriétaire à cette époque-là, décide d'en tirer parti et plante un ensemble de jardins symétriques, donc avec une partie de parterre symétrique, la roseraie, l'allée d'hydrangea. À partir de 1990, un jardin qui se complète au fur et à mesure, qui malheureusement a subi un manque d'entretien pendant quelques années, mais depuis maintenant 5 ans, en fait, avec l'association des Amis du Château, on essaie de remettre ce parc accessible au public et de ressortir des petites parties qui sont passées à l'oubli pour redonner l'accès à tout le monde, en fait. Puis je pense que le meilleur moyen de se rendre compte, c'est de venir faire un tour avec moi. Allez, tiens. Alors là, en fait, on est au début de la promenade dans la vallée, qui était donc des anciens marais asséchés. Et en fait, on se rend compte qu'il y a différents petits plans d'eau sur différents niveaux qui servent de bassin de décantation à chaque source. Parce qu'en amont, on a une douzaine de sources. Et donc, chacun de ces petits plans d'eau sortent des petits bras d'eau, comme ça, qui passent sous ce pont, qui se réunissent dans la vallée et qui alimentent l'étang principal qui est en contrebas. Donc tout ce climat vraiment luxuriant, avec pas mal d'humidité, nous permet d'acclimater des plantes comme des gunéras ou d'avoir une belle collection de fougères. Je vous propose, on suit le cours d'eau et on va jusqu'à l'étang. Alors là, en fait, on arrive vraiment à la synthèse de tous ces petits bras d'eau qui peuvent parcourir le parc du château. Et ils arrivent tous pour alimenter cet étang principal, qui est en fait un étang artificiel. Il y a toujours eu un petit plan d'eau, mais lorsque la famille de Tocqueville a acheté ici en 1927, on peut dire qu'ils ont vraiment eu la volonté de créer un grand ensemble à l'anglaise. Et donc dans les années 40, ils construisent une grande digue, qui est juste derrière moi, qui quadruple le niveau de l'étang et crée ce grand bassin de rétention. Donc ça crée tout un écosystème déjà extrêmement important pour la vie du parc. Ça sert de transition entre cette partie, on va dire, architecturée et aménagée du parc et les sous-bois sauvages et les grandes vallées qui sont juste derrière. Alors là, en fait, on est dans l'arboretum, qui est une partie qu'on gère vraiment simplement en tondant des chemins et en laissant le végétal faire tout son cycle au point de vue du sol. Donc ça recrée tout un écosystème dans cette partie-là du jardin qui est assez intéressante. Et nous, notre but, c'est aussi de compléter et de continuer à croître cet arboretum. Sous Louis XV, on découvre le hêtre pourpre en Amérique du Nord. Vous vous rendez compte, un arbre rouge, il en faut absolument un dans son jardin. Ensuite, sous le Premier Empire, on découvre le séquoia gigantis. Vous vous rendez compte, un arbre qui fait 120 mètres de haut, il en faut absolument un dans son jardin aussi. Nous avons la chance d'en avoir un ici. Second Empire, on découvre le cèdre du Liban. Un cèdre bleu, un arbre bleu, il en faut absolument un dans son jardin. Et du coup, aujourd'hui, on souhaite continuer à compléter et actualiser cet arboretum. Et donc, grâce à l'association Cotentin Jardin, nous avons pu recevoir un pin de Volémie, qui est vraiment, on pourrait dire, l'arbre-objet du début du XXIe siècle. Et on souhaite vraiment continuer à compléter cet arboretum pour le rendre vraiment à la hauteur de ce que peut attendre le château.
Alors ici, on est dans l'allée d'hydrangea, qui est rythmée par les taupières. On est vraiment dans cette zone de transition où on a donc une collection d'hydrangea avec des paniculata, des quercifolia, des ansiata, des macrophylla. Un bel exemple en fait de ce qu'on peut apprécier en matière d'hydrangea. Et là du coup on est vraiment dans la partie la plus attendue du jardin, la partie du jardin symétrique, alors qui n'est pas un jardin à la française. Là on est plutôt sur une logique de parterre symétrique qui se rapprocherait du jardin à l'italienne, c'est-à-dire des parterres de buis qui sont destinés à accueillir des fleurs ou des feux d'artifice de couleurs. Et ce qui est très intéressant ici, c'est de se rendre compte que le jardin sert le château, lui donne son importance, et le jardin est d'autant plus appréciable quand on est dans le château. Donc il y a réellement une complémentarité entre le bâti et le jardin. C'est là où on se rend compte que quand un lieu est plutôt joli, c'est pas spécialement dû à une chose. C'est vraiment une conjonction de plein de bonnes intentions, que ce soit l'architecte, le paysagiste, la personne qui entretient le jardin, la personne qui entretient la maison. C'est tout cet aspect-là qui va faire qu'un lieu va rayonner et va dégager quelque chose.